Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec une interview de Vincent. Alors avant que Vincent se présente lui-même, parce qu'il est assez grand pour faire ça, Vincent et moi on se croise régulièrement sur LinkedIn, on s'est rapprochés au fur et à mesure parce qu'on avait certaines convergences de points de vue. Alors moi, plus agressif sur la forme et lui peut-être plus pondéré et plus calmé que moi. Mais je trouvais intéressant d'inviter Vincent et qu'on parle ce soir de quoi? Bah, évidemment d'intelligence artificielle. On va commencer par parler d'abord de Sam Altman. Là, je pense qu'il y a du lourd qui va être apporté par Vincent. On va parler aussi un peu de notre perception de tout ce qui s'est passé entre 2023 et maintenant, c'est-à-dire avec l'arrivée, le boom des LLM. Et parce qu'il faut savoir qu'avec Vincent, on a souvent débattu, pas trop l'un contre l'autre, mais souvent de manière plus ou moins aimable. Donc le plus aimable, c'est lui, le moins aimable, c'est moi parfois avec des personnes que, voilà, que je considère moi comme des bullshitters, mais Vincent est beaucoup plus pondéré que moi là-dessus aussi. Et donc c'est un peu l'idée du jour. Et maintenant, je vais me taire, c'est un exploit. Vincent, c'est à toi. Je te propose juste de commencer par te présenter d'où tu viens, ce que tu fais actuellement, etc. Donc moi, c'est Vincent Pinte de Regnaucourt, et puis je suis ingénieur de formation après avoir été mathématicien universitaire, parce que j'ai commencé par les mathématiques, et puis après j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Et puis je me suis spécialisé assez tôt à la fois en mathématiques appliquées et en intelligence artificielle. Et mon métier de tous les jours, alors j'aime à dire que globalement, il y en a deux. Il y en a un qui est assez alimentaire, en fait, qui est le consulting. Je Comme moi. fais du conseil, je fais de l'expertise, je fais de l'audit, je travaille beaucoup avec quelques cabinets ici ou là. Mhm. Je travaille aussi comme expert scientifique agréé pour des entreprises quand je m'occupe de leurs recherches ou comme expert pour la BPI à Mhm. Paris. Et puis, tout ça alimente du capital qui me permet d'être entrepreneur quand il y a à la fois du capital, du temps et des idées et une équipe. D'accord, je vois pas mal de choses intéressantes et qui me rappellent d'autres choses, mais c'est très bien. Je voudrais d'ailleurs qu'on commence par parler de ce qui m'a fait marrer, qui m'a fait que je t'ai relancé pour l'interview. Alors, je vais vous le mettre sur l'écran. En gros, Vincent sur LinkedIn a publié un billet qui s'appelle De la Gentle Singularity au biais de Sam Altman. Et je voudrais un peu que tu me parles de ce billet. D'abord, pourquoi tu as écrit ça, et puis que tu me racontes un peu son contenu. Euh, Ta compréhension et surtout que tu me racontes ce que tu m'as dit avant l'enregistrement qui m'a fait mourir de rire. Je balance pas l'info, je te laisse le faire toi, mais vraiment, voilà, j'aimerais que tu commences à me Et parler un peu de ce billet. Je vous ai mis le lien, alors pour information, j'ai mis le lien vers le billet en commentaire. N'hésitez pas à cliquer et pour lire ce billet qui est vraiment une petite pépite et accessoirement, suivez Vincent sur les réseaux, ça vaut le coup, vous verrez. alors, Vas-y. si je rate la vanne, n'hésite pas à me le rappeler. Alors, en fait, pourquoi j'ai fait ce billet? Sam Altman est évidemment un acteur majeur de l'intelligence artificielle Mhm. et on est dans une technologie de rupture absolument incroyable. On a quand même, il y a quelques années, et quand je dis quelques années, c'est il y a 2, 3 ans, pratiquement résolu la problématique du langage. Ça faisait quand même 70 ans qu'on essayait à travers tout un tas de technologies, techniques, statistiques, les grammairiens, etc. Mhm. Et puis là, d'un seul coup, on se retrouve avec une machine qui parle. Et OpenAI, à travers son association à la fois avec Microsoft et puis ses levées de fonds et ce qu'il annonce en termes de levée de fonds en dizaines, en centaines de milliards d'euros pour les années à venir, nécessite pour nous, gens du métier, de s'intéresser à cette personne. Alors, quand il fait un billet, en général, je le lis. Et là, typiquement, on est sur ce que j'appelle les billets oulala. Alors, c'est quoi les billets oulala? C'est les billets qu'on lit, et puis plus on descend dans la lecture, plus on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il passe à côté de ça, il passe à côté de ci, il raconte n'importe quoi ici, il va beaucoup trop vite là, etc. Et à la fin, on se retrouve, quand on a lu la conclusion du billet, à se dire, mais oulala, là 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 là, qu'est-ce qu'il nous a fait là, quoi. Et là, c'était tellement énorme, en fait, que je me suis dit, il y a l'occasion de creuser quelque chose qui est de considérer que dans ce billet, il n'y a rien qui va, où il y a beaucoup trop de choses qui vont, je ne sais pas comment on peut le dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont justes, mais en oubliant un contexte
qui est à la fois social, sociétal, juridique, financier, économique, écologique, etc. Oui, il est Il y a complètement beaucoup de choses. déconnecté. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il était déconnecté. Mais vas-y, continue. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de choses dont je pense, tu vois, par exemple, quand il raconte qu'un jour, on aura des robots qui fabriqueront eux-mêmes des robots pour optimiser des tâches auxquelles nous-mêmes n'avions pas pensé, des choses comme ça. Ça, je pense que peut-être à l'horizon 2050, 2080, 2100, c'est pas impossible. Là, la timeline qu'il donne, elle est complètement folle. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris pratiquement paragraphe par paragraphe, pour ne pas dire phrase par phrase. Et à chaque fois, j'ai essayé de m'interroger sur qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi c'était dit trop vite, à côté de quel argument majeur il passait, qu'est-ce qu'il sous-entend ou qui est acquis alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Et puis, donc, j'ai commencé à réfléchir à ce billet. Puis, à un moment, je me suis dit, mais en fait, fondamentalement, et ça, je l'explique en toute transparence, notamment à la fin du billet, parce que je suis très attaché à la transparence en sciences. Je pense que c'est important. Euh, je me suis dit, en fait, fondamentalement, ce billet qu'il nous rédige, Sam Altman, c'est un billet qui possède de très nombreux biais. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure en introduction de ce billet, il y a des biais écologiques, économiques, financiers, sociaux, sociétaux, etc., Il y en a un paquet, juridiques. hein. Moi, Voilà. quand je regarde ton billet, euh, on va Mais comment. j'en ai listé. Mais moi, J'en ai listé. Pardon, vas-y. c'est hallucinant. C'est-à-dire que son calendrier, alors qu'il nous a déjà fait des blagues sur les calendriers, il faut voir que les antécédents de Sam Altman sur les calendriers, je ne vais pas parler de la date originelle de sortie de ChatGPT 5 ou de ses délires sur l'Asie, l'artificial super intelligence. Mais là, il est totalement à la masse. Toi, c'est quoi quand tu vois son interview là, sur cette histoire de, enfin, sur son calendrier à lui, c'est quoi qui, pour moi, il y a tout qui me dérange. En fait, le problème, c'est que quand j'ai lu ton billet, parce que j'avais pas fait attention à Sam Altman, c'est pas mon sujet en général. Il m'a usé neurologiquement parlant. Euh, enfin, pour moi, c'est pas des biais, c'est quasiment une erreur. Est-ce qu'on n'est pas au-delà du biais? Est-ce qu'on n'est pas dans de la Alors, mythologie? ça, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, ou on peut en parler dès maintenant si tu le souhaites. Mais la deuxième question que je me suis posée, c'est Sam Altman, c'est quelqu'un de très particulier parce que je pense qu'il est à la fois extrêmement brillant. C'est quelqu'un qui, comme un certain nombre de grands entrepreneurs de la Silicon Valley, a arrêté ses études assez rapidement. Ensuite, il a bossé au Y Combinator avant même d'en prendre la direction. Oui. Et je pense qu'en fait, c'est un exceptionnel businessman qui est capable à un moment donné de poser une vision, de réunir des talents et de réaliser quelque chose de grand. Mais jusqu'à où, par exemple, si tu le compares à un gars comme Steve Jobs, jusqu'à où il n'est pas en conscience bullshitter? Ça veut dire que, Alors, contrairement aux autres, il n'a pas un bagage technique. Lui, c'est d'abord un businessman. Il a un bagage technique plutôt léger. Il est pas l'IA, c'est bah, pas son métier, hein. je pense qu'on lui demande d'expliquer en détail pourquoi et comment fonctionne un transformer. Je suis pas sûr qu'il sache. On lui a peut-être expliqué dans les grandes lignes. Il y a des Hmm. réseaux de neurones, des têtes d'attention. Je sais Et il même. doit avoir le schéma, mais je ne suis pas sûr qu'il sache encoder un comme ça Hmm. à poil, comme on dit. Ouais. Je ne suis pas sûr de savoir le faire aussi, là, comme ça, à poil d'ailleurs. Donc un petit peu d'humilité fait du bien. Euh, je pense que c'est un businessman. Donc en fait, la deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi il fait ça? Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il ne soit pas assez intelligent pour ne pas comprendre, ça fait beaucoup de négations, mais les auditeurs de grande qualité suivront. Euh, il ne peut pas ne pas savoir qu'il y a plein de biais, qui racontent des choses auxquelles je ne peux pas croire qu'il puisse croire de bonne foi. Hmm. Et donc, ça sert probablement la communication. Et la communication, là encore, j'ai refait un petit travail avec O3 en lui demandant donne-moi un certain nombre de raisons pour Ouais. lesquelles. Puis bah, là, O3 a fait son travail, c'est-à-dire que bah, il y a des financements Ah, probablement à venir. Il y a... explique pour les gens qui connaissent pas précisément tous ces sujets. O3, si tu veux dire. Alors, O3, c'est aujourd'hui le moteur le plus puissant, si je puis dire, Ouais, en gros, c'est de un LLM, c'est un modèle, GPT. voilà. Voilà, c'est un LLM. Dans ChatGPT, on a Voilà. un certain nombre de moteurs. Et puis, O3, c'est aujourd'hui celui qui est a priori le plus puissant.
O pour omniscient, enfin, Ouais. c'est-à-dire qu'il est capable de travailler à la fois de l'image Mhm. et du texte. Et, c'est celui qui est à Voilà. destination sans limite des professionnels dans la version pro. Je préfère clarifier parce qu'il y a beaucoup de gens sur ma chaîne YouTube qui en fait sont un bagage, ils ne sauront pas faire la différence. C'est-à-dire pour eux, c'est ChatGPT. Voilà. Voilà, bah, on va le dire comme ça. En gros, ChatGPT, c'est une voiture. Et dans une voiture, bah, vous avez plusieurs types de moteurs. Et ben, O3, c'est juste le plus gros moteur. Voilà. Allez, Donc, on vas-y, résume. raconte. Dis-moi quel était le résultat donc en précis de l'outil contre son maître et contre son père. Bah, gratuitement, donc je vais faire un petit peu de lecture, hein, mais on va essayer de l'animer quand même. Hmm. Il y a des raisons qui peuvent être le financement et la valorisation. Il faut maintenir la hype, puis faire plaisir à Microsoft qui a quand même pris de grosses Hmm. parts et qui sert technologiquement la chose. Il y a des raisons qui peuvent être en termes de marketing produit et puis de mettre une feuille de route, de retenir l'attention. Ça peut être aussi pour permettre de meilleurs recrutements et puis travailler la culture interne. Ça peut être le positionnement concurrentiel, puisque en ce moment, ça bouge pas mal. On avait un certain nombre de LLM et puis et de grandes entreprises avec des gros financements. Et puis, petit à petit, ça se réduit. Et on peut imaginer qu'à la fin, il en restera peut-être pas qu'un, mais en tout cas, il en restera pas des dizaines. Ça peut être un biais qui est réalisé parce que demain, on veut influencer la partie réglementaire. Hein, on sait que l'Europe, en termes juridiques, sur l'IA, sur les données, sur la vie Hmm. privée, ne réfléchit pas ou n'a pas les mêmes axiomes de base que les États-Unis. Ouais, finalement, tu es Ça en train peut de être, me dire qu'il est dans le fake it until you make it et qui reprend finalement les grosses ficelles de Y Combinator et de tout ce qui était lié au marketing de l'époque, cross marketing et tout ça, quoi. ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, Je pense, quoi. c'est un pur exercice de communication qui lui permet aussi, avec ce qu'on vient de dire, de travailler son image publique, d'avoir des effets d'annonce, d'avoir aussi un espèce de narratif sur lequel il a la main. Ça peut même être, on peut imaginer, un test de réaction, tu vois, une sorte Hmm. de sondage AB gratuit pour voir comment les gens vont s'approprier ces informations. Moi, ce qui me Voilà. surprend, excuse-moi, hein, si je te coupe trop, tu me le diras, hein, mais il faut pas hésiter. Ce qui m'embête, c'est il parle, il fait ses communications, et en fait, si tu t'intéresses, mis à part les gens qui pratiquent réellement l'IA, en fait, ses relais sont énormes. C'est-à-dire qu'il a une capacité à convaincre de choses qui sont quand même hallucinantes. Et je l'ai vu depuis 2023, où quelque part, c'est comme si on était dans une forme de folie. J'arrive pas. C'est quand même très bizarre. Ça veut dire qu'il y a des Hein, comportements que je n'arrive toujours pas à expliquer. Pourquoi il y a une telle, pas obsession, mais une telle passion, quasiment, au sens pas, tu vois, mais les gens, bah, je m'en, ouais, vas-y. il y a un côté Messi quelque part, hein. Moi, comme je te le disais tout à l'heure, je pense que c'est quelqu'un qui s'est révélé dans la durée comme étant une personne dotée d'un leadership assez incroyable, comme Hum, on en connaît peu. Tu vois, par exemple, Sergey Brin ou son compatriote américain n'avait pas nécessairement un espèce de leadership. hum, Et c'est pour ça que Schmidt a pris la présidence de Google assez tôt. hum, Aujourd'hui, en haut de Google, on a quelqu'un qui est d'origine indienne que je pense peu de gens connaissent à part ceux du milieu. hum, Et puis à côté de ça, tu as des gens comme Steve Jobs, tu as des gens comme Elon Musk qui crèvent l'écran. hum. Et là où je te rejoins complètement, mais comme souvent en fait, c'est que quand tu es de la partie, et Ouais. moi qui suis entrepreneur, moi je comprends très bien, c'est de la communication avec un grand C, et il a une capacité à communiquer avec un leadership assumé derrière, avec les finances, avec aussi un produit qui l'assoit. Et donc tout ça finalement n'est pas si étonnant que ça. Hum. Et je pense qu'il aurait tort de s'en priver parce que, comme on l'a vu, malgré un texte qui est blindé de biais, voire de bullshit, bah, on peut dégager facilement, avec un petit peu de réflexion, une dizaine de raisons pour lesquelles il a tout à fait raison de faire ce texte. Et il y en aura d'autres, je pense. Et puis je pense que c'est une recette qui est utilisée par d'autres, hein. Le patron de Nvidia a aussi balancé des choses qui parfois sont plus que surprenantes et problématiques, hein.
Donc on a quand Ok, même, on a NVIDIA, un je connais. j'ai même eu l'impression qu'à un moment, des gens comme chez DeepMind, Denis, voilà, j'oublie Oui, toujours son nom, son nom imprononçable. voilà, qui se sont mis eux-mêmes à bullshiter sans croire du tout ce qu'ils disaient parce qu'ils se sont rendus compte qu'en termes de communication, c'était presque la règle. Bah oui, il en va ainsi dans tous les business. La Mhm, communication, c'est quelque chose mhm, d'important. Ça emmène les foules, ça écrit un narratif, ça installe des trajectoires. Aujourd'hui, tu pourrais par exemple en parler avec Olivier Ezrati, mais dans le quantique, tu as un petit peu la même chose. Tu as pas mal de boîtes qui lèvent des fonds de façon très conséquente. On parle de dizaines, quand ce n'est pas parfois des centaines de millions d'euros ou de mhm. dollars, en indiquant que bah, globalement, l'ordinateur quantique, il est presque prêt, à peu de choses près, quoi. Alors Oui. que c'est absolument, absolument, absolument pas le cas. Ouais, c'est un peu comme pour la GI ou toutes ces choses. Je reprends ton billet. Donc je vois que toi, ce que tu as abordé, donc c'est les histoires de calendrier. Sa vision qui est trop centrée sur OpenAI, Silicon Valley, mais ça, j'allais dire que c'est pas le seul à avoir ce Mhm. biais-là. Euh, euh, le fait qu'au niveau des enjeux sociaux, surtout, je pense qu'il est quand même très proche des mouvements libertariens. Forcément, il doit avoir une approche plutôt, on va dire, négligente de la chose. Mhm. Les questions de gouvernance. Alors ça m'a intéressé. Je voudrais que tu m'en parles plus. Alors sur les autres aspects, j'invite tout le monde à aller vraiment voir le billet. Mais là, sur la question des gouvernances, tu dis, toi, dans ton billet, que la question des gouvernances est totalement minimisée. Voilà. J'aimerais que tu m'expliques un peu plus ça. Bah, en fait, le problème, c'est que tu peux avoir des entreprises, des blocs, les États-Unis contre l'Europe, Oui, donc la géopolitique. mais l'Europe en tant que bloc occidental, etc. Et tu t'imagines bien que quand tu as DeepSeek R1 qui arrive en Chine euh, avec tout ce qu'aujourd'hui est capable de faire un LLM, c'est-à-dire qu'il ne sait pas raisonner, mais on lui a appris à raisonner sur quelques pas. Hmm. Et donc, pour l'immense majorité des gens, c'est extrêmement bluffant. Et donc, tu t'imagines bien que euh, quand les gens s'en servent, c'est très impressionnant. Et de là à immédiatement euh, faire le pas d'arrêter de réfléchir et de confier sa réflexion à des LLM comme ça, sachant que tu ne sais pas exactement comment ils sont typés en termes de sortie, Hmm. sur la vérité, sur le politiquement correct, sur, tu vois, tu peux très bien avoir des... Ah bah, c'est pas neutre, hein. Il y avait une étude en 2024 faite par une université allemande qui disait que ChatGPT était très woke, par exemple. J'ai cru comprendre, c'est peut-être toi qui as partagé cette info, qu'aujourd'hui on utilisait plus ChatGPT que Wikipédia en termes de connaissances. Je sais plus, mais Non, mais je l'ai vu passer aujourd'hui. voilà. Je l'ai vu passer aujourd'hui. Donc là-dessus, il y a ça. Et puis les aspects géopolitiques. Alors moi, j'avais traité ça un peu sommairement à ma manière, pas avec ton vernis à toi, mais je suis complètement d'accord. Mais quand tu parles de la délégation de pensée, bah, je suppose que tu as vu, comme tout le monde, la fameuse étude du MIT qui explique que ChatGPT nous crame le cerveau. Oui, alors je suis assez d'accord sur le fait qu'on peut parfaitement imaginer que elle contient du vrai. Après, c'est une étude qui est quand même très biaisée, Hmm. notamment parce que déjà, on a un échantillon qui est tout petit. Ouais, C'est 54. 50 personnes. Les tests, ils ont 4 mois d'écart, je crois. Hmm. Et donc, en fait, quand tu réfléchis un peu au protocole qui a été mis, sans être moi-même Hmm. spécialiste des protocoles et de ce genre de tests, ni psychologue clinicien, en fait, tu imagines bien qu'il y a là aussi beaucoup de biais. Il faudrait des échantillons plus grands, il faudrait tester les Hmm. variables secondaires, les variables tertiaires, etc. Hmm. Et donc aujourd'hui, ça a été évidemment repris. L'étude fait 224 pages, je crois, et tout le monde a repris en cœur L'abstract. voilà, l'utilisation de Hmm. ChatGPT trop souvent rend con, Hmm. ce qui est pas impossible, ce qui est clairement pas démontré en tout cas aujourd'hui. Disons qu'il y a des premiers indicateurs à cause d'un certain Marc que j'ai dû me taper l'étude en entier.
Voilà, ça, c'est mon némésis. Ah non, je déconne, c'est un pote. D'ailleurs, il m'a dit qu'il y avait aussi des biais sur les aspects même électroencéphalogramme, BCI et compagnie. Donc, c'était assez Ouais, intéressant, sa remarque. je Euh, suis pas spécialiste du sujet, mais je suis pas étonné. Ouais. Moi, je pense que cette étude, c'est plutôt un signal d'alerte, c'est-à-dire qu'il faut faire d'autres études et Hum, creuser un peu la question, parce que d'un autre côté, c'est pas déconnant. Si on n'arrête pas de dire dans la culture populaire que le cerveau est un muscle, si on utilise moins ce muscle qui s'atrophie, ce serait pas déconnant non plus. Donc c'est là où, hum. d'un autre côté, il faut relativiser, parce qu'on pourrait se poser la question alors de l'impact des réseaux sociaux et d'autres outils qu'on a mis en œuvre qui n'ont pas forcément contribué à l'éveil intellectuel et à la clairvoyance populaire, quoi. Donc Après, là-dessus, je sais pas. a- après, moi, j'ai envie de te parler de mon expérience personnelle sur un Ouais. sujet très précis. Donc, ça ne reste que mon expérience personnelle et il faut surtout pas généraliser, comme on dit en science. Mais par exemple, moi qui suis, comment je veux dire, très qualifié en mathématiques appliquées, une de mes spécialités, vraiment, c'était l'algorithmie. Tu me donnes Mhm. n'importe quel type de problème à contrainte, j'ai globalement assez rapidement, pour pas dire presque instantanément, une bonne idée des méthodes et des algorithmes à mettre en œuvre pour résoudre ce genre de problème. Aujourd'hui, il y a, et je connais aussi souvent leur complexité au sens algorithmique du terme, leurs contraintes, etc. Eh bien, en fait, quand dans les années 2010, 2000, ouais, 2005-2010, on a commencé à voir apparaître à la fois des bibliothèques de code, des zoos, donc ce qu'on appelle des zoos sont une espèce de répertoire où tu as des bibliothèques, etc. L'immense majorité de ces algorithmes, par passion, je les ai étudiés. Aujourd'hui, j'en connais les grandes lignes, Mhm. mais je pense que l'immense majorité, je serais incapable de les redévelopper tout seul ou Mhm. je ne les redévelopperai pas de façon optimale. Est-ce que ça me rend con? Bah, je ne crois pas, mais par contre, Oui, mais ça m'a oui, mais plus enfin non, cultivé. excuse-moi, ta comparaison est pas juste parce qu'en fait, ton cerveau, tu le spécialises en fonction de l'usage que tu en fais. Si tu utilises la même dépense énergétique, enfin cérébrale, d'effort intellectuel pour faire autre chose, c'est pas déconnant de penser que moins tu pratiques quelque chose, plus tu transfères ton intelligence sur un autre sujet. C'est une bonne remarque, je vais la prendre. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est vu qu'on a que le cerveau est, comment dire, il a une élasticité cérébrale. Je trouve ça absolument pas déconnant qu'une intelligence qu'on n'utilise plus, c'est-à-dire qu'une modalité intellectuelle qu'on n'utilise plus, au fur et à mesure s'atrophie, on n'a plus que des résidus et que par analogie, parce qu'on va faire d'autres choses. Pour moi, tu vois c'est pour moi l'intelligence, c'est pas la somme de ce qu'on a été capable de faire à un moment donné, c'est plutôt une capacité globale qui peut évoluer avec l'âge, en fonction déjà de l'état du cerveau, mais aussi en fonction de ce qu'on en fait. Oui, Comme oui, si je on suis assez avait une d'accord. sorte tu vois, presque un jeu à somme nulle. Je dis ça intuitivement, moi j'ai pas ton bagage, je suis un bébé, mais c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Ok, non mais ton argument tient la route. Peut-être qu'effectivement, ça m'a fait gagner du temps. Et ce qui était important, c'est de savoir à la fois qu'il existe, où est-ce qu'il est, comment on l'utilise, et pas de savoir le coder de façon optimale. Bah ouais, moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais un prof qui m'avait dit en cours d'électricité, donc on avait fait un cours là sur l'électricité, je devais avoir 14 ans, il me disait U égale RI, quand vous savez intégrer et dériver, alors c'était pas quand j'avais 14 ans, c'était juste quelques 2 ans après, ouais, quand même. Il m'avait dit, si vous savez dériver et intégrer cette équation, vous savez résoudre plein de choses. Alors, bien sûr, c'est un peu exagéré, mais il me disait, regardez, vous prenez le théorème machin, vous prenez C'est la Bernoulli, en base. fait, c'est la même pattern, c'est le même pattern d'équation. Et je Hein. trouvais ça extrêmement intéressant, et ça m'est resté dans la tête. Bon, d'ici, vu que c'était il y a très longtemps, le pauvre, il doit être mort aujourd'hui, mais c'était, voilà. Et donc, je pense il y a par analogie, pour moi, tu vois, c'est pas pour moi, il y a cette notion d'intelligence, elle est encore mal comprise, d'où d'ailleurs, bah, tu connais quelqu'un, enfin, quand des gens associent l'AGI à un QI, ça m'a toujours fait marrer, par exemple. Oui, j'ai un petit peu du mal, surtout que enfin, j'ai en tête une personne que j'apprécie très particulièrement pour ce qu'elle fait en général et qui a comme ça un espèce de moto AGIQI et Ouais, je sais, on le connaît, tous les deux. voilà.
Et à en côté de journée. ça, j'ai vu. Ouais, ouais, non, non. Non, à côté de ça, il fait plein de choses intéressantes. En plus, le mec a l'air super intéressant. Mais passons. Moi, je le connais un petit peu personnellement, c'est Ouais. quelqu'un d'assez personnel. Ouais, cool. Bah écoute, voilà. On continue sur ton billet, sur Oui. l'impact environnemental. Moi, je me suis beaucoup énervé là-dessus parce qu'on avait tendance. Le problème, c'est qu'on fait toujours le raccourci IA LLM. Donc, forcément, l'IA, ça consomme beaucoup d'électricité. Modulo, la version de DeepSeek, qui est à mon avis une première piste d'optimisation, parce que moi, quand j'ai fait tourner un modèle DeepSeek de 7 milliards de paramètres sur un Raspberry Pi, bah, ça marche. C'est Mhm. pas très rapide, mais en mono-utilisateur, ça fait le job. C'est bluffant, quoi. Mais, Donc, mais c'est avec. là qu'on voit, ouais. C'est là qu'on voit par ailleurs tout l'intérêt comment je pourrais dire ça, du fait d'être contraint et parfois de la réglementation contre laquelle on peste, mais le fait que cette réglementation est faite pour un objectif final qui nous dépasse, l'écologie par exemple, nous oblige, nous, à être contraints et donc à faire preuve d'innovation. Et quand on regarde un petit peu l'histoire de DeepSeek, ce qui est assez génial, c'est qu'ils n'avaient pas accès au processeur. Et puis, pour des opérations de type transformer, Hmm. dont une partie est quadratique, par exemple, ben, ils se sont dit, on ne peut pas faire tous ces calculs. Donc, il faut qu'on trouve une méthode. Et en fait, la méthode, ça a été divisé pour mieux régner. De mémoire, en fait, ils ont divisé des produits matriciels en sous-produits matriciels et ça Exact. leur a fait gagner un temps fou Hmm. en prenant un certain nombre de matrices qui étaient juste la moyenne Hmm. et ils n'avaient pas besoin comme ça de recalculer très précisément les choses et ils ont eu un résultat qui est assez formidable. Mais je pense que ça va au-delà de ça, c'est quasiment culturel. Les Américains, c'est vrai aussi, dans le domaine militaire, il y a sur Thinkerview un militaire qui avait fait le commentaire là-dessus. Les Américains ont toujours l'approche bourrin, c'est-à-dire que on met la quantité puis on voit ce qui se passe. Et c'est vrai aussi sur les GPU Nvidia, parce que le Nvidia, c'est pas un LPU, il n'est pas spécifique pour faire tourner les transformers. Donc il n'est Bien pas sûr, ouais. optimisé, il n'est pas du tout optimisé pour faire ça. Et là où les Chinois ont été très forts, d'abord les Chinois de manière générale, quand tu suis Arxiv, ils sont partout. Ah Ça bah, veut dire qu'ils ont une même chez les puissance. Américains, Ah bah oui, bah, de toute façon c'est ce qu'ils font. Ils vont aux États-Unis, ils reviennent après. Donc, mais quand tu lis, mais bien sûr, quand tu lis, moi j'ai une veille sur Arxiv, tu as, des documents qui font 50 pages de synthèse qui sont exceptionnels, ouais. et tu as 12 co-auteurs, et ils sont tous américains, et ils ont tous des noms chinois. Ah ouais. Non, mais ça, j'ai vu ça. C'est pour ça qu'il y a une époque, quand on disait les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe régule, je disais bah non. Non, non, Pas tout, quand on pas voit le tout, travail, les deux. Ouais, ouais, c'est pas dans ouais, tous les domaines, ouais, ça c'est franchement clair. pas. On revient sur ton J'ai sujet, sur l'écologie même. Ouais, j'ai refait un billet il n'y a pas Ouais, très longtemps que je pourrais te passer, que tu pourras mettre éventuellement pour les gens qui regardent cette vidéo, sur une requête ChatGPT consomme 10 fois ce que consomme une requête Google. Et en fait, j'ai démonté l'argumentaire il y a un mois ou deux ouais. en montrant que c'était arrivé comme ça dans une interview, ça a été repris par un doctorant, et ensuite, bah, malheureusement, tu as des tonnes de scientifiques et puis la presse qui ont repris l'information sans la... Alors qu'en fait, le calcul montre que déjà, c'est une approximation qui est grossière, pour pas dire grotesque, d'une part. Et puis, bah, là, récemment, dans le billet de Sam Altman, en fait, Sam Altman redonne un certain nombre de chiffres. Et ce qui est assez amusant, c'est que bah, là, on est passé à 0,3 watts pour une requête et on est très loin à l'époque des 3 watts ou des Bah, 10 watts c'est qui étaient c'est- annoncés. c'est logique. Entre les MOE et tout ce qu'ils font pour optimiser, forcément, voilà, on utilise, quand on utilise ChatGPT, on n'utilise pas un LLM, on utilise un système qui intègre plein de modèles. C'est Voilà. inévitable. Et de toute façon, je pense que c'est une tendance générale du marché à faire des modèles de plus en plus spécialisés, verticalisés, parce que c'est là où on pourra chercher du chiffre d'affaires. Certainement, oui. Oui. Bah, le premier MOE que j'avais utilisé en local là, sur ma machine, c'était celui de Mistral, qui s'appelait Mixtral, qui était un 7x8B, je crois, de mémoire, 8x7B, je ne sais plus, et que j'ai beaucoup utilisé et que j'ai adoré parce que le niveau était vraiment très très bon. J'avoue que Mistral, là, ils m'ont régulièrement scotché. Je suis un Français de l'étranger, donc j'ai une tendance à être négatif sur mon pays d'origine. Mais honnêtement, bah, dernièrement, j'ai fait un développement avec
Ah, le Mistral Small, qui est en termes d'efficacité taille, génial, quoi. Ça marche très très bien. Franchement, ça marche très très bien. Ok pour les aspects là-dessus. Je voudrais que tu reviennes aussi sur les aspects, parce que tu parles de risques systémiques hors alignement Mm. pour la sécurité. Là, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'être expliqué. Alors, je parle pas de la Bah, partie cerveau impact, parce que pour moi, il n'y a pas que ça, c'est aussi tout ce qui est lié. Bah non, il y a que. Ouais, je sais pas, vas-y, je te laisse parler parce que là, ah non, j'ai oublié ma le, question. le propre de l'alignement, en fait, c'est quoi, si on veut essayer de redonner une définition pour nos lecteurs, c'est de considérer que l'IA doit servir, in fine, l'humain dans le cadre d'un monde meilleur. Et accessoirement, comme toute technologie, elle peut être aussi utilisée pour faire du business, produire de Hum, l'argent, etc. hum, Le problème, c'est que dans les business, tu as des business qui font mal aux humains, qui font mal à la démocratie, qui font mal au psychisme. hum. Euh, et donc, il s'agit de vérifier que les intelligences, à mesure qu'elles croissent en taille et en capacité, de pouvoir garder la main pour ceux qui sont en train de la mettre à disposition du grand public, que le grand public échappe justement à ces espèces de biais ou aux utilisations qui peuvent leur être nocives. Moi, j'y crois pas une seconde. Alors, je vais être honnête avec toi. Alors, je l'ai cité dans la vidéo que j'ai fait sur ce sujet il y a quelques jours. J'avais entendu une conférence à la radio en Belgique de Jean Tirole, qui était prix Nobel d'économie en France en 2014. Il disait que les technologies avaient tendance à séparer les populations en deux groupes. Un petit groupe qui les maîtrise réellement et qui vont monter socialement grâce à l'intelligence que ça leur donne, et une grosse partie de la population qui, alors c'est politiquement incorrect de le dire, mais qui en fait s'abrutir. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que tout le monde me dit oui, mais on peut l'utiliser. C'est un peu comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Et Ah non, oui. j'insérerai pas la vidéo dans ma vidéo là, mais je trouve qu'il y a quelque chose de, je, je, comment dire, je, je pense que Le, ça a été le le cas dans la monde, nourriture, ça a été le cas dans la musique, ça Il a est été le 21 cas. heures. Ça veut dire ouais. que je pense qu'il y a un aspect de merdification qui est incontournable. Je vois pas d'autres termes, hein, c'est grossier, je suis Le, désolé, mais pour non, mais moi, je vois ce que voilà, tu dis. Et l'industrialisation justement, de l'intelligence est en soi-même pour moi un problème. l'intelligence, c'est difficile à définir. Et notamment, on pourra en reparler quand je sortirai enfin un jour mon livre Hmm. où je traite de cette question-là. L'idée, c'est de... Alors attends, je regroupe mes mots. L'intelligence, ça passe aussi par la capacité à poser la bonne question. Donc, ça sous-entend d'avoir un minimum de culture, de comprendre un contexte, de Hmm. comprendre les éléments, de travailler sur des contraintes qui apparaissent, de mettre au point un objectif et, in fine, de trouver un chemin qui part d'ici et maintenant et qui tend vers l'objectif. Le monde, le problème, c'est qu'il est profondément inégalitaire et c'est à nous, avec toute l'arrogance que ça peut comporter, de considérer que peut-être, avec de la chance, du travail ou une bonne naissance, on est du bon côté de la barrière et il nous faut donc, par devoir, tendre justement la main à tous ces gens qui n'ont pas la capacité de poser la bonne question au bon moment à ChatGPT, à les aider et à les tirer vers le haut. Ouais, mais à nous, c'est qui? C'est toi, moi, à notre échelle ou c'est aux politiques? C'est quoi l'échelle d'action? Alors, l'échelle d'action, elle est partout. Enfin, je veux dire, moi, je sais par exemple quel est le travail que fait le Conseil national du numérique, présidé par Gilles Babinet, avec notamment les cafés IA, qui Mhm. était une recommandation du rapport en tout début 2024. Et ils veulent aujourd'hui passer à plus de 1000 cafés IA. Moi-même, Mhm. il m'est arrivé de donner des conférences sur l'IA dans ma ville et je le fais gracieusement parce que Mhm. je pense que c'est important de porter la bonne parole et j'en ai cette capacité. C'est vrai. Et ça s'inscrivait dans un cycle de réflexion où on m'avait dit ça pourrait être intéressant que vous interveniez, mais bien sûr, et quand c'est comme ça, je le fais toujours gracieusement. Bon, en même temps, il y a moyen de payer, mais voilà. Mhm. Euh, et je pense que c'est nous tous, et c'est aussi à nous, les technologistes, les Mhm. dépositaires d'une compréhension fine de la technologie et de ses,
Oui, praticien. capacité et des risques Mm, de porter la voix le plus haut possible, que ce soit à travers des biais LinkedIn, mais aussi vers les organes politiques mm. qui aujourd'hui et demain seront en charge de faire en sorte que ça se passe le mieux. Mais tu as raison, il y a un vrai risque à ce niveau-là, comme il y a un risque sur la manipulation des foules. Enfin, on a déjà eu assez d'exemples, Ah ouais, Cambridge Analytica, hein. pour ne pas le citer. Et puis même dernièrement, Mm, pour la campagne de Trump, j'ai des amis qui vivaient aux États-Unis qui me disaient qu'ils avaient même des outils d'analyse qui avaient été mis à disposition par Facebook, qui, je le mets quand même entre guillemets, parce qu'il faudrait vérifier l'info que c'est bien Facebook, mais il me mhm, semble, qui permettait aux gens d'aller tracter, mais mm, jusqu'à la rue près. mm. Ça m'étonnerait pas. Ça Euh, m'étonnerait pas. Parce que ça reste dans l'histoire similaire à Cambridge Analytica à l'époque. C'est juste une évolution. Moi, je m'étais amusé il y a quelques années, je vais le refaire pour les prochaines élections présidentielles en France, à faire un web scrapper où je m'amusais à suivre la presse française. Maintenant, je m'amuse aussi enfin, amuser, c'est un grand mot, à suivre ce qu'on appelle les médias alternatifs. Parce que ce sont des vecteurs que je trouve sont des indicateurs intéressants. Voilà, je trouve que c'est toujours intéressant. C'est assez flippant. C'est vrai que quand je vois, moi, ce que j'arrive à trouver dans la presse et à sortir comme information en utilisant beaucoup enfin, en gros, c'est d'abord du big data et des algorithmes assez simples. En fait, la partie IA avancée pour faire ce genre de choses, elle est faible. Tu as une telle quantité de données que tu t'en tapes, quoi. Mais c'est assez impressionnant. Pour autant, moi, alors, je vais pas dire que je suis pour Una Bomber et son manifeste, faut pas déconner. Mais je trouve que il y a, ouais, t'as la référence. Mais je pense vraiment que là, jusqu'ici, j'étais opposé au sujet de l'éthique et l'IA. C'est-à-dire, pour moi, pendant des années, on parlait d'éthique IA, mais en fait, le problème d'éthique, il était sur le RPA, il était sur les données privées. Mais en fait, l'IA, il n'y avait pas de problème réellement éthique. C'est la première fois que je commence à changer d'avis à cause des LLM et à cause de l'IA générative. En 2019, quand il y avait Face App, c'est l'application là, qui te rendait Oui. vieux ou jeune, etc., j'avais fait un billet sur LinkedIn que j'ai fait la connerie d'effacer, où je disais, ce genre d'application, on doit peut-être criminaliser l'usage, etc., parce que c'est un vrai problème. Et c'était que des GAN, donc c'était des technologies bien moins performantes que ce qu'on a aujourd'hui. Il y a des dizaines de millions de personnes qui ont envoyé leur visage en Chine. Voilà. Bravo. Et Job derrière. ce qui, moi, comment dire, m'inquiète particulièrement, c'est que toi, tu fais un travail de communication sur les réseaux sociaux. Moi, avec la chaîne YouTube, j'essaie aussi de casser certains mythes, etc. Mais en fait, les algorithmes des réseaux sociaux n'aiment pas nos contenus. Puisque les Ah bah oui, algorithmes des réseaux sociaux aiment les choses qui clivent. Et quand bah tu oui, oui, oui. nuances ou quand tu veux casser du rêve, ça passe pas. Mm. Donc on est un peu dans une situation où voilà, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, bah c'est l'éternel débat que tu vas retrouver dans Capital vs Travail. Quand tu as beaucoup de capital, c'est quand même assez facile d'en avoir encore plus, alors Ouais. que parce que tu as une espèce d'inertie inhérente à ta détention. Oh, t'as lu Piketty, toi. Et, non, sûrement pas, non. Enfin, oui, suffisamment pour savoir qu'il fallait pas lire le reste. Euh, mais non, non, mais c'est très bien d'avoir encore plus de Mhm. capital. Ça permet d'avoir encore plus de moyens, c'est très bien. Mais oui, oui, moi, par exemple, je me pose même la question de savoir si je continue de publier sur LinkedIn parce que, tu vois, ce billet un petit peu sympa, là, je crois qu'il a touché 4500 ou 5000 personnes en 2 jours. Bon, C'est bah, bien. c'est sympa. Et enfin, sur 23 millions de personnes de LinkedIn France, enfin, je suis une toute petite goutte d'eau, quoi. Mais Mhm. je me rassure quelque part en disant je fais ma part de colibri. Ouais. Euh, c'est Alexandre Jardin qui disait ça. Mhm. Et voilà, bah, je fais ma part. Et puis peut-être qu'un jour, je serai un peu plus reconnu comme penseur ou essayiste que Mhm. comme technicien. Et puis, on mettra mes billets de réflexion un peu plus en avant, comme toi, tu peux le faire aussi. Merci à toi d'ailleurs. Et, euh, et Ouais. puis, petit à petit, on va changer les choses. Mais il y a des moments, oui, c'est un petit peu énervant. Je fais des billets sur lesquels je passe du temps, j'essaye de creuser, j'essaye de les co-autorer, enfin, sans vraiment les co-autorer, mais je les teste
avec Mm, des LLM en lui disant, tu vois, dans ce billet-là, fais-moi une analyse critique, y a-t-il un argument mm, qui te semble pertinent ou essentiel que j'aurais mm, raté ou pour lequel je le justifie mal, mm, etc. J'essaye toujours de produire in fine un texte qui est plutôt pas mal. mm, Ah, certains de mes textes, ils n'ont pas dépassé les 1000. mm. Je vais être honnête avec toi, il y a un autre indicateur qui m'inquiète, c'est que regarde en France, qui parle d'intelligence artificielle? T'as un médecin urologue, t'as un philosophe. En gros, le problème, c'est qu'on Oui, n'invite jamais des experts en IA à la télévision. Jamais, quasiment jamais. C'est rarissime. mm, Ça veut oui, dire mais que. t'es arrivé. Ouais. C'est-à-dire que les bons clients de l'IA ne font pas d'IA. Sadin, quand il parle d'IA, Mm, je l'ai vu sur Thinkerview, j'étais mort de rire. Enfin, mm, c'est-à-dire que pour moi, il parlait d'une IA qui n'existe pas encore ou qui n'existera mm, peut-être jamais. mm. Enfin, j'ai le nom qu'on dit jamais, mais quel médecin. Lui, enfin, c'est pire, quoi. C'est-à-dire que si on l'écoute, ça fait 10 ans qu'il nous annonce la GI pour dans 1000 jours, hein, donc Mais voilà. alors moi, j'aime bien, j'aime beaucoup Laurent Alexandre parce que c'est quelqu'un qui est très clivant et donc Ouais, c'est très propice à débattre. Parce que quand tu as un propos qui est relativement mou, genre ouais, la GI, elle arrivera et on verra bien ce qu'on fait à ce moment-là. Bon, bah d'accord, ça reste une simple opinion et tu peux pas en faire ouais, grand-chose. Euh, Chez Laurent Alexandre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est il est très extrême, il est très clivant et parfois il argumente et c'est intéressant justement d'aller creuser dans le détail. Mais tu vois, pour reparler du colibri, hum, juste sur ce que tu disais avant, sur le fait par exemple que, alors j'ai plus de télé depuis 10 ans, mais il m'est arrivé par exemple plusieurs fois d'être invité par France Info TV hum, pour venir justement apporter hum, la parole de quelqu'un qui était technique. Et à l'époque, j'avais rencontré, je crois que c'était François Baudonnet, hum, qui doit être le directeur de la politique internationale, quelque chose comme ça, quoi. Et je lui avais dit, pourquoi vous ne faites pas une émission sur l'IA au long cours, quelque chose qui pourrait durer, je ne sais pas, entre de la vulgarisation, 5-7 minutes, un petit concept, une définition, un exemple, un cas d'usage, des contraintes, à quoi il faut faire attention, ce qu'il faut avoir bien compris, voire peut-être une émission mensuelle d'1 heure et demie que vos équipes ont le temps et ainsi dispatcher la connaissance. Et je lui avais dit, moi sincèrement, je demande rien, mais sur un projet comme ça, je suis prêt à vous filer un coup de main comme conseiller technique, etc. Bon, jamais rappelé. C'est un petit peu dommage, tu vois. Et je me dis que France Télévisions, par exemple, ça serait tout à fait dans son cœur de métier que de diffuser la connaissance, surtout pour une technologie qui va quand même changer la face du monde dans les 20-30 ans à venir, quoi. En fait, je pense pas que ça puisse arriver pour des raisons de système. Je viens d'une famille de journalistes. Dans ma famille, ils sont Mm, tous journalistes. Euh, et, euh, et en fait, les journalistes n'ont pas de culture scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une carence de culture scientifique. C'est même pour ça que parfois ils font des trucs, tu sais, comme quand ils avaient invité sur France 2, Léa Salamé avait invité le médecin là, qui disait que mourir avant 120 ans c'était anormal. Enfin, on a quand même du lourd en termes d'irrationnel propagé sur mm, l'ensemble des médias. Et c'est même pas, comment dire, c'est même pas de la mauvaise foi ou de l'incompétence au sens journalistique. C'est vraiment juste que c'est pas dans leur bagage. Donc dès qu'ils ont un bon client qui a été validé, ça avait été le cas avec le pseudo spécialiste des tueurs en série, je ne le nommerai pas, mais on avait toujours, c'est-à-dire qu'on a des bons clients, on se les passe, et ça doit rester dans le côté émotionnel, dans le côté presque littéraire, mais tu fais pas de la science dans les médias aujourd'hui. Ou tu mm. as le journaliste comme on a vu dans notre jeunesse avec Alain Gillot-Pétré à un moment, avec C'est pas sorcier quand on était un peu plus vieux. Mais globalement, ça reste l'exception alors que la méthode scientifique devrait faire partie du travail Bah, des journalistes aujourd'hui parce que le poids de la technologie dans nos sociétés est devenu beaucoup plus important qu'il y a 30 ans. Cette transition-là ne s'est pas faite. C'est-à-dire qu'on a une transition de la société où on est passé d'un système mm, littéraire, selon moi, à un système plus mathématique et scientifique. mm, La presse n'a pas suivi. Enfin, mm. c'est comme ça que je le vois. Je sais pas ce que tu en penses, Oui, mais oui. moi, c'est un Non, mais peu, voilà. je suis assez d'accord. Je suis même parfois attristé, tu vois, des journaux même classés un peu à gauche, tu vois, comme Le Monde,
qui Mm. était, je pense que Beuve-Méry doit se retourner dans sa tombe, mais il n'y a pas très longtemps encore, tout ce qui était Steiner, biodynamie et compagnie, qui est un espèce de bullshit Ah scientifique oui. absolument affreux. Enfin, c'est très triste de voir des grands quotidiens nationaux de cette envergure et avec cette histoire-là, raconter des choses comme ça, tu vois. Ouais, c'est triste. Enfin, je sais pas, moi, quand j'étais môme, enfin, quand j'avais 17-18 ans, je lisais régulièrement Le Monde. Mm. Même le format, la densité de texte, la longueur des articles, c'est pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Le Monde n'est Et même, plus. j'ai découvert un truc très Ah, récemment. Là, il y a eu où j'ai apporté un tout petit peu mon aide, mais avec l'Observatoire du long terme, ils ont produit un gros rapport ouais. qui est présenté en commission des affaires étrangères, notamment avec Vincent Champin. Et avec ce dernier, ben, on essayait de regarder comment essayer de recréer un espèce de site pour faire du fact-checking. Et donc, bah, comme tout scientifique, la première chose à laquelle je m'attelle, c'est de regarder un peu l'état de l'art. Et aujourd'hui, en termes de fact-checking, bah, globalement, tu n'as pratiquement plus rien. C'est-à-dire que tu as l'AFP qui a un département de fact-checking. Et puis avant, tu avais Le Monde avec les décodeurs, ça ne marche plus. Tu avais 20 minutes fact news, ne marche plus. Libération ne marche plus. Tu as un budget européen Mm. sur 4 ans ou 3 ans de 5 millions d'euros Mm. qui se termine en novembre 2025 et qui est censé nous apporter un outil pour faire ou faciliter du fact-checking. Mais même là, c'est problématique, tu vois, de Je, voir que... je pense, en fait, je pense pour avoir travaillé sur ce sujet avec quelqu'un de la défense en Belgique, en fait, ça sert à rien. La personne que j'avais rencontrée à la défense me dit ce qui est intéressant, c'est détecter ces messages pour anticiper leurs conséquences. Mais de toute manière, dès qu'ils sont publiés, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui permet de nous parer à des fake news, à ce genre d'informations. Le rapport de force est tellement déséquilibré que, à moins d'avoir une structure juridique qui nous permette de réellement poursuivre les personnes, donc qu'elles soient accessibles, donc quand tu as des fermatrolls, quand tu as fait de l'astroturfing, ou tu as la guerre, ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre cognitive qui est faite depuis l'étranger, tu n'as pas de moyens. Donc en gros, aujourd'hui, à mon avis, si les gens ont arrêté de travailler là-dessus, c'est parce que euh, la seule chose qui est utile, c'est d'anticiper les conséquences, mais on ne sait pas contrer ça. Oui, oui, je te rejoins assez. Comme souvent, je dis, c'est un problème d'éducation. En fait, je pense qu'on ne fait pas assez d'analyse critique et de méthodologie à l'école. Oui, bah, t'as raison, t'as raison. Il n'y a pas la zététique quand tu vois, bah, même la zététique a légèrement évolué, pas forcément bien sur certains aspects, mais oui, on doit développer le sens critique, mais Mm. je pense qu'on en est très loin. Bon, on va essayer de Oui, parler oui. de choses un peu plus optimistes parce que là, on a deux doigts de faire une dépression. Je voudrais finir sur ton article avant qu'on fasse un petit feedback depuis 2023. Euh, Yann Lequin. Moi, je suis un grand fan de Yann Lequin. Voilà, Pareil. je reste, je trouve, comment dire, je trouve qu'il a eu l'élégance de ne pas dire ce qu'il pensait réellement souvent, c'est-à-dire de pondérer les choses, alors que, voilà, moi je reste très fan. Je voudrais justement que tu me dises ce que tu en penses de ça, de Yann Lequin, de son approche, peut-être si Alors, tu as regardé un peu de JPA, voilà, ça m'intéresserait. pas downloader, pas essayer, pas le temps. Enfin, c'est pas le genre de sujet dans lequel tu te plonges et Mhm. ça se teste en quelques minutes, etc. Hein. C'est un vrai framework d'apprentissage du monde, etc. Mhm. Donc, puis en plus, je suis même pas sûr d'être outillé technologiquement pour faire tourner ça. Et je dois d'abord prévenir que je suis un très très grand fan depuis Yann Lequin depuis très longtemps en fait. Ouais. Euh, euh, et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a une parole qui est très posée, très scientifique, très argumentée. J'ai presque regardé la plupart de ses conférences qu'il fait depuis au moins 5 7 ans. Mhm. Et il explique avec des slides d'universitaires qui sont absolument immondes, on dirait un peu du Jean Covici, qui a les mêmes Vache. slides. Ah, ça, Il c'est un petit fallait l'avoir cette peu... vanne, mais vas-y, continue. Voilà, mais c'est très propre à chaque fois, c'est très argumenté, c'est très scientifique. Et donc, pour un esprit comme le mien, où la parole est très cadrée dans le cadre, c'est ce qu'elle veut dire, d'une démarche,
scientifique en l'occurrence, bah, les arguments se déroulent, les inférences coulent de source, etc. Donc, et oui, et même quand il y a eu l'espèce de scission avec Geoffrey Hinton et son prix Nobel et un Mm. certain nombre de déclarations de Geoffrey Hinton, bah, il a été élégant, ouais, je crois que c'est le mot, il a été élégant, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit, bon, Geoffrey il vieillit mal, et puis Mm. ce qu'il raconte aujourd'hui, c'est un peu de la merde, mais c'était pas, mais il l'a dit plus posément, Ouais, je suis et assez c'était d'accord bien. avec toi. Oh, puis c'est pas le seul à avoir mal vieilli, hein. Je me rappelle de Kurzweil, il est bien parti en sucette vers la fin, hein. Donc, Ouais. Il est pas mort, Kurzweil, quand je même. sais, mais pour moi, il l'est, hein. Désolé. Ouais. Mais voilà. Kurzweil, une fois, j'ai eu un espèce d'éclair de lucidité lorsque un de mes amis m'avait expliqué quelle était la technique de Kurzweil. En fait, Kurzweil, il Mm. fait quelque chose de très particulier, c'est il prend ce qui marche et il pousse toutes les variables à l'extrême Mm. et il parle de tout. Et donc, quand tu reviens 10 ans après, tu dis, ah ouais, mais regardez, il y a 10 ans, il en parlait, ça. D'accord. Pas mal. Voilà. C'est pas C'est mal. quelqu'un qui ne peut jamais avoir tort. Et donc, parce qu'il parle de tout en poussant tous les modèles à leur absolue limite. Et Ouais, mais enfin, il est allé très très loin. Il y a des gens qui sont un peu des showman en IA. Je pense à Rodney Brooks, par exemple, qui et parfois exagère un peu sur certaines choses. Mais il y a vachement de fond et puis ça délire quand même pas trop. Moi, Kurzweil, quand j'ai arrêté de m'intéresser à lui, c'était 2018-2019. C'est quand il partait aussi sur tout ce qui est les délires de transhumanisme et compagnie. Je l'avais vu sur une conférence. J'ai fait non, là, c'est pas possible. Là, il vieillit mal. Donc voilà. Je voudrais justement qu'on parle d'AGI. Mm. Toi, les gens qui suivent ma chaîne connaissent mon point de vue sur l'AGI. Alors déjà, il y a deux aspects. Il y a une tendance générale depuis ces dernières années à se réapproprier le vocabulaire de l'intelligence artificielle pour changer leur sens. Comme Mm. l'intelligence générale qui devient généraliste, comme les systèmes d'agents qui deviennent l'IA agentique. Donc il y a quand même une tendance de fond qui est pour moi problématique, puisque c'est vraiment jouer sur la sémantique pour, je sais pas, mais Asseoir un voilà. petit pour faire du business et se placer en racontant n'importe quoi et mettre des factures auprès de ses clients. Ouais, non, mais je Ouais. suis archi. Ouais, Et pour ouais, ça, l'AGI, c'est quoi ton point de vue sur l'AGI? Alors déjà, peut-être redéfinir un peu rapidement l'AGI. Je te laisse faire parce que sinon j'allais le dire, alors, mais vas-y. c'est hyper simple en fait. Il n'y a aucun consensus scientifique sur ce que c'est qu'une AGI, puisque globalement, on sait définir euh, ce que c'est que l'intelligence sous la forme d'un concept assez flou sur lequel il y a beaucoup de paramètres. Mhm. Et donc, l'AGI, l'Artificial General Intelligence, euh, il n'y a pas de consensus scientifique. Il y a des gens qui disent, à partir du moment où ça résonne au moins comme un humain, on est capable. Moi, j'aurais tendance à dire, on est rentré depuis 6 mois, notamment depuis qu'on a appris aux IA ce que c'était que des raisonnements à 3 ou 4 pas, Mhm. de dire qu'on est rentré dans l'ALI. Alors, c'est peut-être moins vendeur, mais au moins ce terme n'existait pas. Mhm. C'est l'Artificial Low Intelligence. C'est-à-dire que si tu lui demandes un sujet, de lui demander, Mhm. que tu lui demandes quel est le raisonnement qui lui permet d'arriver à la conclusion, il est capable de t'écrire les quelques pas. Mais fondamentalement, un LLM ne raisonne pas. Non. Donc il n'y a pas d'intelligence, en fait. Mhm. C'est de la statistique, c'est du perroquet stochastique, Mhm. c'est ultra bluffant à notre échelle. Et Mhm. ça là-dessus, au moins, Sam, il a raison de dire que si on avait imaginé en 2025 vivre ce qu'on vit en 2020, les gens t'auraient ri au nez. Mais de la même façon que quand DeepMind a avalé Lee Sedol comme joueur de Go en 2017, Mhm. je pense que si on t'avait dit ça en 2016, tout le monde t'aurait ri au nez aussi. D'autant que moi je suis convaincu que Google a fait exprès de perdre la quatrième partie. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais bon, Ah, je, voilà, euh, j'ai- pour moi, le coup du bug, ça, j'y ai jamais cru. Pour revenir à l'AGI, pour moi, je vais quand même. Alors, je pense quand même qu'il y a. L'AGI, pour moi, c'est le rêve des fondateurs. C'est-à-dire, l'AGI, c'était la destination de la conférence de Dartmouth. C'est Voilà, c'est vraiment reprendre ça, c'est de recréer une exactement. intelligence équivalente à l'intelligence humaine. Après, de quel type d'humain on parle? Pour moi, puisque tu disais, pour moi, le jour où on a
comment dire, une intelligence artificielle qui est capable de tout ce que peut faire, donc il faudrait poser peut-être la question de l'incarnation et du robot, enfin du corps, qui est capable de faire tout ce que fait un humain, on a une AGI, même si son QI est de 80. Pour moi, c'est pas le QI ou la performance, mais c'est la capacité, c'est l'évolution, le fait que le système peut s'améliorer au fur et à mesure. Donc c'était l'un des piliers de la conférence de Dartmouth, c'est le self-improvement, c'est les notions d'abstraction. Et pour moi, je pense que, comment dire, l'AGI était un concept implicite à la naissance de l'IA. Et on a dû l'expliciter avec le concept d'IA forte et d'AGI. Donc on met plus ou moins de la conscience dedans et de la capacité à l'introspection. Mais pour moi, l'AGI, on l'a rendu plus flou, peut-être parce que c'est intéressant pour certains. C'est-à-dire, je pense Alors, quand même que les piliers de base restent là. Et j'ai du je mal à accepter que ça soit vais devenu un modérer, terme. je vais modérer un petit peu ton propos parce que Vas-y. moi, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup, notamment dans le cadre du bouquin que j'essaye d'écrire. Qu'est-ce que c'est fondamentalement que l'intelligence? Qu'est-ce que c'est fondamentalement que la conscience? Et est-ce qu'on peut avoir une émergence spontanée de quelque chose qui pourrait s'appeler la conscience et sous quelles contraintes d'une technologie complexe, etc. Ouais, donc ce à quoi je réfléchis beaucoup en termes d'intelligence, c'est que je suis intimement convaincu que l'intelligence humaine et l'intelligence machine, en fait, ne seront jamais comparables et seront vraiment toujours différentes. Pourquoi? Parce que, en fait, l'intelligence humaine, ce concept d'intelligence qui fait appel à d'autres concepts comme les concepts, la manipulation de raisonnement, Hum, l'émission d'un objectif, etc. Et tout ça se fait dans un cadre humain, c'est-à-dire que nous sommes mortels, il y a des émotions, la peur, la joie, l'angoisse, l'amour. hum, Euh, on est fondamentalement bayésien, on est de très mauvais calculateurs. Euh, il est très facile de montrer quelques paradoxes ici ou là, ou de faire des tests avec des gens dont on peut penser qu'ils sont assez intelligents et pour lesquels le cerveau va les tromper parce que les résultats sont contre-intuitifs, parce que l'œil ne voit pas exactement l'information que le cerveau traite. Hein. hum, D'ailleurs, ça donne tout un art, ces dessins où on voit quelque chose qui n'existe pas. hum. Et tout ça est une intelligence humaine qui, en plus, doit répondre alors qu'elle ne consomme que 30 Wh, elle ne doit répondre que dans l'instant. Elle ne peut pas se permettre, dans beaucoup de situations, pour une question donnée, je ne peux pas avoir quelque chose qui te réponde au bout de 2 minutes. Il faut qu'en quelques secondes Hum, maximum, je puisse te répondre. Alors que la machine, elle n'a pas ça. La machine, elle n'a pas de vécu, elle n'a hum, pas la notion du temps et elle ne l'aura jamais. La machine, elle peut se dédupliquer. Quand bien même nous, on voudrait arrêter le temps en se disant on a du temps parce que expérience ici ou là, R&D, hum, télomère, et finalement, hop, tu peux vivre 5000 ans. Mais si tu meurs dans un accident de voiture au bout de 170 ans, tu peux hum. pas te dupliquer. Aujourd'hui, on ne sait pas transférer la conscience, on ne sait déjà pas ce que c'est. Non, et puis même si Euh, on savait le faire, tu aurais le paradoxe du bateau de Thésée qui te pèterait la gueule, hein. Donc, de toute manière, on ne saurait pas ce qui est transféré. Voilà, exactement. Et puis, indépendamment du fait que ça poserait des milliards de questions Hum, éthiques, environnementales, hum, alimentaires, hum, juridiques, sociétales, financières, enfin de folie, quoi, le jour hum, où les chercheurs. Enfin voilà. Et donc, je pense que à terme, l'intelligence machine, alors même qu'aujourd'hui, elle est bluffante avec les LLM parce qu'on a hum, résolu le langage, elle est encore plus bluffante depuis 6 mois parce qu'on leur a appris à raisonner sur quelques pas, à mimer du raisonnement. Et donc, c'est vraiment très bluffant. Même moi, qui le fais travailler sur des problèmes de mathématiques, je t'assure que de temps en temps, je suis content d'être assis quand je vois ce qu'elle est capable de me hum. proposer. Et elle me sort directement la tech, etc. Donc, c'est incroyable. Et donc, le truc, tu vois, c'est que je pense qu'il arrivera une époque, un peu au sens de Turing ou de la chambre chinoise, à savoir que en 2100, 300, 500, 3000 ans d'ici, on ne fera plus la différence entre un robot et un humain. Il n'y aura plus d'expérience pour un humain, sauf peut-être à ouvrir Hum. un robot, de se rendre compte que, parce qu'en termes de réaction, Oui, mais d'humanité, il pourra mimer parfaitement un humain.
Oui, mais ça veut dire qu'il faut lui donner les mêmes contraintes qu'un humain, c'est-à-dire avoir une intelligence incarnée. L'intelligence artificielle, contrairement à l'intelligence humaine, n'a pas besoin d'être incarnée. Aujourd'hui, quand on parle de robots humanoïdes, tu sais, quand Tesla nous faisait le coup des robots qui, dans quelques années, seraient dans nos rues, c'est impossible. Parce que quand on voit le nombre d'actions qu'il y a à faire, rien que pour survivre dans une rue normalement, indépendamment du fait qu'il se ferait voler pour récupérer les pièces détachées, euh, c'est, c'est Mais je hallucinant. pense que c'est deux problèmes différents. Enfin, c'est deux. L'incarnation, si, quand même. L'incarnation, est-ce qu'il n'y a pas. Pour moi, tant que tu n'as pas d'incarnation, je n'arrive pas. En gros, je pense que le seul moyen pour une machine de devenir. euh, je vais finir parce que j'ai une conclusion qu'en fait, tu m'as fait changer d'avis sur quelque chose. Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive. En fait, on va oublier cette histoire de robot d'incarnation. En fait, si je t'écoute, le rêve des pères fondateurs de l'IA, qui était globalement l'AGI, parce que c'était leur intention, c'était la similitude avec le cerveau humain, etc., etc. C'était quand même très, il y avait tout ça, il y avait des, voilà, il y avait des neuroscientifiques qui sont attachés à tout ça, donc il y avait ce bagage-là. En fait, peut-être que l'AGI, c'est pas une vraie question. Quand tu parlais de ALI, il y a peut-être un autre terme à définir, puisque de toute manière, ce rêve d'avoir une intelligence artificielle qui serait une projection sur silicone de ce qu'est l'intelligence humaine était conceptuellement, dès le départ, impossible. C'est la réflexion que ce que tu me dis, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une autre forme d'intelligence avec d'autres types de performances. J'aimais bien ce que tu disais sur l'intelligence humaine. Des gens très très intelligents ne sont pas capables de faire un calcul qu'une calculatrice qui consomme un dixième de watt est capable de faire. Donc la notion de performance, il faut la prendre avec des grosses pincettes. C'est pas une capacité, c'est Ouais. pas une compétence. Mais Le, est-ce que... le cerveau, c'est une machine formidable qui est très, très, très généraliste. Bah oui. Et c'est un type d'intelligence, comme les arbres ont une forme d'intelligence. Lorsque certains crament, Hum. ils sont capables, alors peut-être pas dans ce cas-là au niveau des racines, mais je crois qu'ils sont capables de détacher. J'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé ça incroyable. Bon, moi, j'appelle pas ça de l'intelligence, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais enfin, oui, enfin, c'est une intelligence qui est très, très, très bas niveau, mais Bah, c'est une c'est de la forme d'intelligence. cybernétique, ça ressemble à la cybernétique, c'est-à-dire que tu as une consigne et tu as une action, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, Oui. je serais On est pas... plus en mode interrupteur. Voilà, exactement. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur la cybernétique, ça c'est un bon sujet Mm. aussi. Ouais. Passons. Bon alors, pour conclure sur... parce que là, oula, ça fait une petite heure, je te propose de conclure justement sur ton opinion à toi, l'AGI, oui, pas possible, parce que là, vient ce qu'on dire, c'est peut-être que l'AGI n'est pas la vraie question, mais toi, c'est quoi ton point de vue sur la faisabilité de l'AGI? Est-ce qu'on n'est que dans une hypothèse? Oula. Moi, il y a une première vraie question, c'est il s'agirait un jour quand même de la définir. Et comme je viens de le dire, mes travaux personnels de chercheur dans le cadre du bouquin me laissent penser que on aura deux types d'intelligence fondamentalement différentes. Mhm. Donc, l'artificial general intelligence, elle serait générale vis-à-vis de quoi? Je pense qu'à terme, on aura une AGI dans plusieurs centaines d'années, c'est-à-dire la capacité de mimer un humain à la perfection, mais je n'appellerais pas ça l'AGI, ça serait stupide. Ça serait l'artificial human identical intelligence, un Mhm. truc comme ça. Moi, je pense qu'on est rentré dans l'ère de l'ALI, Mhm. l'Artificial Low Intelligence, Mhm. avec la résolution du langage et la capacité de produire des petits raisonnements ou des inférences sur quelques pas. Et puis tout ça va progresser, mais comme le dit très bien Yann Lequin, on n'a pas on a cette problématique du raisonnement. Qu'est-ce que c'est que fondamentalement de la connaissance? Mhm. Euh, et donc tout ça se rattache à l'intelligence. Et aujourd'hui, tout ça, c'est des concepts un peu flous. Donc l'AGI ou des machines ultra, ultra intelligentes qui seraient capables de répondre parfaitement Mhm. à pratiquement toutes les questions, c'est pas avant des dizaines d'années, je pense, minimum, probablement pas de notre vivant, malheureusement. Ouais, Parce que j'adore. malheureusement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Même si je pense que les prochaines années sont pleines de surprises. Et Ça va à être, contrario, on sait très ça bien va qu'en être termes... dingue. Ça Ouais, va être dingue. pour moi, Regarde depuis 3 ans. Putain.
Ah non, mais j'ai souvent gueulé contre les LLM. Les gens pensent que je suis anti-LLM. Non, je suis contre ce qu'on dit sur les LLM, mais ça a débloqué. J'ai un ami râleur, prof d'IA et médecin, qui s'appelle Marc, je l'ai quasiment tout dit de lui, qui me disait que c'est peut-être grâce au LLM qu'on a évité un nouvel hiver de l'intelligence artificielle. Parce qu'on n'en était pas loin avant, hein. On n'en était pas Ouais, loin en 2021. On était quand même une situation où il y avait quelque chose comme ça. Et à côté de ça, quand je vois ce qui se passe d'un point de vue hardware et comme accélérateur, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, je ne sais pas pourquoi ce serait intéressant d'un point de vue économique de créer une AGI. Première chose. Donc je ne sais pas pourquoi on le ferait. Le Ah bah chemin est ça, intéressant, la destination n'est pas forcément intéressante. non mais ça, je peux t'en parler et c'est un très gros chapitre de mon bouquin Mhm. que j'appelle La Grande Transitoire. Et en gros, j'essaie d'expliquer qu'il y a trois possibilités. La GI, elle arrive assez brutalement. On s'organise et puis le vendredi soir, tout le monde quitte le boulot. On fait un gros barbecue le samedi et le dimanche. Et le lundi, plus personne va travailler. C'est globalement l'AGI et les robots qui gèrent tout. Ça, c'est une possibilité où ça se passe bien, entre guillemets. Ouais, je vois l'autre L'autre possibilité. l'autre possibilité, c'est elle arrive petit pas par petit pas, comme c'est arrivé avec l'histoire de l'IA depuis Mhm. presque 80 ans maintenant, et on a largement le temps de s'adapter, surtout d'un point de vue sociétal, parce que ça sera ça le dégât le plus important et celui auquel il faut faire attention. Et après, le problème de la grande transitoire, c'est quand la GI, elle arrive, et qu'elle arrive en 5 ans, quoi. Ouais, Parce que c'est. là, tu n'as personne qui est prêt, mais rien, il n'y a rien qui est prêt. Je pense. Les systèmes de retraite, Non, je pense. le Moi, j'y crois c'est pas du tout. Je pense c'est la guerre civile partout. il y a un principe en général, quand on annonce un gros changement, il arrive toujours beaucoup plus tard qu'on l'estime et aussi beaucoup plus fort qu'on le prévoyait. C'est un peu une règle que j'ai pu vérifier, même qui a été vérifiée, je pense scientifiquement, je ne suis pas sûr, mais je crois avoir lu un truc là-dessus. C'est qu'en fait, quand on crie au feu ou au loup, le loup vient toujours plus tard que quand on le dit, mais il vient beaucoup plus méchant peut-être. Je pense quand même qu'il y a dans la nature humaine, et aussi lié au contrat social, à pas mal de choses. En fait, le paradoxe, c'est que si l'AGI remplace des humains, qu'on n'a plus besoin des humains, alors on n'aura plus d'humains et on n'aura plus besoin d'AGI non plus. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un lien tellement fort que tu ne peux pas séparer l'un de l'autre. Alors, il y a un moment, c'est à cette époque où je bossais chez Sopra, je dis en 2016, je parlais d'humains augmentés par l'IA. C'est ce que j'avais vendu au marketing de Sopra à l'époque, Mhm. en Belgique. Et en fait, j'y crois plus. Aujourd'hui, je vois plutôt l'humain diminué par l'IA, de manière sur la masse, on va dire. En général, c'est plutôt ça la tendance que je constate malheureusement, y compris auprès d'étudiants. Moi, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps un étudiant qui avait fait son mémoire avec ChatGPT. Il avait des bonnes idées, mais enfin, il l'a relu qu'en l'écrivant et il ne connaissait pas. Et je me suis rendu compte que l'IA était beaucoup plus intelligente que lui. Donc, j'avais qu'à prendre un abonnement chez ChatGPT et pas l'engager lui. Ça, c'est un fait, ça arrive. Euh, Mhm. mais, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. On voit que je fatigue, moi. Non, non, c'est, comment dire, je crois plus, comment dire, à une intégration, à un contrat social IA humain, et que paradoxalement, l'IA restera toujours un outil, parce qu'on aura toujours la main sur l'interrupteur. C'est-à-dire que la dépendance biologique de l'informatique sur l'humain est trop forte. Un robot qui construit un autre robot, bah d'abord ça a déjà été fait dans le passé à plus petite échelle. Ok, Mhm. mais après il faut penser aux notions d'intention, de contrat social. Est-ce que les IA vont avoir un contrat social entre elles, des contraintes qui les amènent à évoluer, etc., etc. J'y crois pas. C'est pour ça que je suis emmerdé parce que j'adorerais. Moi, je suis tombé amoureux de l'intelligence artificielle quand j'avais 11 ans en regardant 2000 ans Odyssée de l'espace. Je voulais créer HAL. Voilà. Moi, je voulais créer HAL. C'est depuis enfant, j'ai vu ça. Voilà, Hello, Dave. voilà, exactement. Il y a des étoiles partout, etc. Un ordinateur sous LSD, c'était quand même un truc incroyable. Surtout que le film de Kubrick, c'était quand même particulièrement. Il n'a pas très bien vieilli. Mais, Mhm. euh, mais voilà. Ah, est Mais toujours un plus. et le paradoxe aujourd'hui, c'est que je suis le premier à dire maintenant la GI c'est un mythe, et pourtant je continue à dire que c'est une direction, c'est-à-dire qu'on doit poursuivre ce mythe parce que tout le chemin qu'on va faire pour y arriver, et même si selon moi on n'y arrivera jamais, tout ce chemin est utile. Tout ce chemin va générer de nouveaux outils, des nouveaux composants, et pour autant je crois que la GI
est totalement inaccessible. Tu vois, j'en avais différent, même pas à 100 ou 200 ans. Je pense qu'il y a quelque chose de. Alors, c'est peut-être le. Comme je dis, je dis toujours que je suis un calviniste dépressif, ce qui est quand même le pire. Mais il y a quelque chose comme ça. J'ai du mal. Et pourtant, j'avais lu pas mal de choses, y compris sur les. En neurologie, là, en neurosciences, là, les gars qui pensaient que le cerveau est entièrement rationnel. Alors, je me rappelle plus, désolé, je suis crevé. Mais les fonctionnalistes. Euh, je trouvais la démarche très intéressante. Après, j'avais lu Roger Penrose, un truc qu'il avait écrit sur les aspects quantiques possibles du cerveau. Ouais. Ok, voilà, c'était encore pas mal. Mais pour moi, la GI, ça reste, comment dire, ça reste un magnifique rêve qu'on doit viser, tout en sachant qu'on n'y arrivera jamais. Une sorte d'horizon impossible. Voilà. C'est Ouais, moi, là je où pense moi. qu'on de temps, mais je pense qu'on aura des intelligences plus machinistes, purement techniques, spécialisées, Ouais. qui vont changer la face du monde, et notamment les LLM sont qu'une première brique dans tout ça, parce que le fait d'avoir résolu le langage, c'est quand même super, parce que le propre de la langue vivante, c'est que c'est un langage qui est informel, et donc c'est extrêmement compliqué. L'axiomatisation du droit, par exemple, c'est un sujet Mm, pratiquement impossible. Et donc, travailler la langue avec des techniques déterministes, mm. statistiques, etc., c'est compliqué. Là, le fait d'avoir résolu le langage, tu te rends compte, parce que pour les auditeurs qui ne s'en rendent peut-être pas compte, mais on est tous les deux nés globalement autour de 1970, toi, je crois, juste avant et moi, juste après. Et on a quand même vécu les premiers modems et l'arrivée d'Internet quand on avait 18-20 ans. Ouais. Maintenant qu'on dépasse un tout petit peu la cinquantaine, la résolution du langage, putain, mais scientifiquement, ma vie, elle aura été exceptionnelle. Mais attends, moi, je t'imagine, il y a quelques années, enfin, on est Mais oui, passé du N-gramme au LLM, enfin, quand tu y penses, c'est hallucinant. Ça me fait penser à l'aviation, quand on est passé, tu vois, des frères oui, Wright aux chasseurs, c'est-à-dire on a eu une. C'est oui, hallucinant. Et c'est oui. vrai que l'autre jour, j'ai vu des jeunes étudiants, je leur ai dit, mais vous avez de la chance, j'aimerais être à votre place. Moi, j'ai commencé l'IA en plein hiver, début de l'hiver d'intelligence artificielle, après le seuil de 90. Et là, ils arrivent, eux, il n'y a jamais eu autant d'outils. Quand je vois le matos que j'ai chez moi, bon, j'ai un peu plus de moyens qu'un étudiant, certes, mais on oublie qu'une carte à transputer à l'époque, pour faire un réseau neurone avec une quarantaine de neurones, hein, un truc de merde, quoi, c'était, Oui, c'était le prix d'une grosse Mercedes. Aujourd'hui, enfin moi je sais pas, chez moi j'ai beaucoup trop de cartes RTX, mais c'est hallucinant, c'est oui, hallucinant. Et encore, tu peux commencer l'IA avec moins de 1 000 € de matos, tu prends un petit comp. On n'a jamais eu une génération qui a eu autant de moyens. En plus à l'époque, c'était du C, c'était du microcode. Moi j'ai fait du microcode sur des processeurs Intel spécifiques. Tu vois des trucs. Et tu te dis putain les mecs, là on est sur autre chose. ah oui, non, mais oui, oui, là, c'est gros, c'est gros. Hum, Pour la culture générale des gens qui nous écoutent, entre Farad, hum. qui invente l'électricité, et Edison, qui met à New York sa première centrale électrique pour alimenter des ampoules, il se passe 100 ans entre Ben, l'invention de oh non. l'électricité et industrielle. 100 ans. Bah, je pense que la similitude est plus avec l'aviation. Tu vois, entre les Mm. frères Wright et le premier vol à Mach 1, là, le X-1 Bell, je pense qu'on est plus dans ces échelles-là, puisque globalement, l'IA, ça a un peu plus de 60 ans. Euh, on va bien. Ouais, ouais. Ouais, attends, je me rappelle plus. 1957, donc 50, 60, ouais, 70. Ouais, Ouais, on est bientôt à 70 ans. pratiquement Et, 70. et là, dernièrement, c'est juste de la folie, quoi. C'est une période incroyable. Pour finir cet échange, tu resteras après la fin, parce qu'on a encore deux ou trois trucs à se dire. Mais Ok. est-ce que tu as des livres, alors malheureusement pas encore le tien, mais est-ce que tu as quelques livres à conseiller aux gens qui veulent monter en compétence en intelligence artificielle? Alors, je te les donnerai hors antenne, D'accord, éventuellement une photo, parce que là, comme ça, je les ai pas en tête, mais il y en a 5 ou 6 qui sont des références absolues. d'accord. Voilà, et là, en fait, c'est une image, mais derrière moi, il y a une grande bibliothèque avec des centaines et des centaines de livres, dont tout un rayon dédié aux sciences
à la, à l'intelligence artificielle. Et donc, je t'enverrai une photo des 5-6 bouquins qui sont des fondamentaux absolus. C'est souvent des bouquins assez techniques, par contre. Mais si tu veux un bouquin que j'ai vraiment trouvé bien, le Ouais. dernier de Yann Lequin, Ah je oui, l'ai oui, oui, oui. pour voir. Et franchement, ça se lit comme du petit lait, hein. Je Ouais. vais pas dire que j'ai appris grand-chose, mais Disons que la je- première partie est lisible par tout le monde. Après, ça devient un peu ouais. plus technique. Il y a une partie un peu plus technique. Mais même quelqu'un qui a aucun bagage technique, en sautant certaines pages, peut apprendre énormément de choses. Je suis Et d'accord voilà, avec toi. C'est un excellent bouquin. ouais, pour se faire une bonne culture générale du Quand la machine sujet. apprend. Voilà, c'est ça, quand la machine apprend. Voilà. Et de mémoire, et je crois même qu'il fait des petits encadrés résumés Voilà. où il va à l'essentiel avec un cadre grisé en fin de chapitre, etc. Donc, ouais, il est vraiment bien son bouquin. Franchement, j'allais dire, j'ai été étonné, ce serait insultant. J'applaudis ses qualités de pédagogue parce que c'est bien. Oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'en profite pour dire à ceux qui regardent cette vidéo, euh, les livres. Lisez des livres. Ça veut dire que c'est bien beau les trucs sur Internet, mais les bouquins, c'est quand même, ça reste, c'est pas un truc de vieux, c'est un truc qui est très efficace. Il y a plein de bouquins en informatique, il y a plein de bouquins en intelligence artificielle, y compris des vieux bouquins qui sont toujours utiles à lire pour votre culture. Le bouquin de Bart Kosko sur les réseaux neurones et la logique floue, ça reste pertinent. Ok, super. Pour finir, bah, je vais donc remercier tout le monde, mais je vais laisser donc juste après Vincent nous bah, dire au revoir, finir, conclure cette interview. Donc je vous remercie, et puis Vincent, à toi le dernier mot. Bah écoute, tout d'abord, merci à ceux qui nous écoutent et qui ont tenu jusqu'ici. Merci Ouais. surtout à toi, Jérôme, d'offrir alors aujourd'hui un morceau de parole qui a dû durer 1 heure et demie. Mais c'est très chouette ce que tu fais. Merci Hum, beaucoup. Il faut qu'on avec continue plaisir. à faire notre part de colibri. Et puis, vivement demain qu'on voit ce que les techniciens de l'intelligence artificielle vont nous inventer. Je suis d'accord avec toi. Allez, ciao à tous. Au revoir. Ciao.